des casiers à bouteilles, ce qui ne l'empêchait pas d'ailleurs éventuellement de mettre une chaussette d'une couleur, l'autre chaussette de l'autre couleur, disant la vraie élégance ne se remarque pas. Joueur, il ne refusait jamais un bon mot et avait effectivement cet humour dont vous parlez, il avait le sens de la répartie. Il était capable de faire un discours en vers, presque spontanément, ce qui est assez remarquable. Scout, son totem était perruche irritante. Vous reconnaîtrez la façon dont il a pu gratter le poil d'un certain nombre de personnes. Mais c'était aussi un engagé politique, polymorphe, protéiforme. Et selon les époques, il a eu une carte du PSU, puis du RPR, puis il a été giscardien. Et il appréciait par-dessus tout Raymond Barre. Mais aussi, il a emmené ses fils à la fête de l'UMA, parce que c'était une bonne façon de susciter le débat. Alors, on pourrait continuer comme ça pour une journée entière, et je vais m'arrêter là. Ça peut vous paraître une sorte d'inventaire à la Prévert, mais moi, j'espère vous l'avoir rendu vivant, présent, aujourd'hui, parce que c'est le présent qui compte. Et je voudrais dire encore 3 choses. La première, c'est que j'ai eu énormément de chance de le côtoyer de façon épisodique. Je trouve que c'était une personnalité marquante qui restera parmi nous. La deuxième, cette intelligence humaine et pas uniquement intellectuelle. Cette curiosité très vive ont certainement été parfois difficiles à partager par ses proches. Et notamment les femmes qui ont partagé sa vie. Et je voudrais ici leur rendre hommage, et notamment à la mère d'Antoine qui nous accompagne aujourd'hui. Chacune, à sa manière, face à une personnalité de cette telle diversité, a trouvé la possibilité de l'accompagner, lui a permis ou facilité la réalisation de tout ce qu'il avait envie de faire dans la vie. Elles ont aussi été des femmes remarquables dans l'éducation de leurs enfants. Et je voudrais souligner ici que dans des contextes différents, avec le contexte qui a certainement été parfois difficile pour chacun des 3 enfants, je crois qu'elles ont quand même réussi à leur laisser cette possibilité absolument privilégiée d'une entente entre eux et d'une solidarité à cette génération. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à toutes les familles, ni à toutes les mères, et vraiment, je crois qu'il faut les remercier. Enfin, je voudrais encore remercier ces 3 fils. Peut-être que j'ai trahi leurs pensées, peut-être que les erreurs ne sont que de ma propre responsabilité sur ce que j'aurais pu dire, mais je les remercie infiniment de m'avoir consacré du temps et d'être là aujourd'hui. Merci à tous. Merci Catherine, très bel hommage à cet honnête homme, comme vous avez dit. Cet honnête homme était aussi légionnaire, commandeur je crois. Et je vais demander à un commandeur, non, tu n'es pas commandeur toi ? Oh non, pardon, excuse-moi alors. Bon, pas encore, ça va venir. Désolé pour cet impair. De venir me rejoindre pour parler d'Alain Laugier, légionnaire comme toi. Merci. Bien, écoutez, quelle épreuve pour moi, pour vous, de parler après Catherine. Voilà. Donc, tant pis, je vais me servir de mes feuilles et de mon micro. Quelle lourde charge et en même temps, quel honneur d'intervenir au nom de la Société des membres de la Légion d'honneur pour célébrer la mémoire du grand homme que fut Alain Laugier. Société des membres de la Légion d'honneur, dont la devise est honneur, patrie, solidarité, et qui rassemble les citoyens récompensés par la plus haute distinction honorifique, la Légion d'honneur, instituée par Napoléon Bonaparte en 1802, comme marque d'excellence et de civisme dans tous les domaines d'activité, militaire et civile, et qui comporte 3 grades avant les dignités. Je dois dire que les dignités sont rares. Ainsi, à la dernière promotion du 1er janvier, il n'y a eu que 2 grands croix, qui est la dignité suprême de la Légion d'honneur, dont sur les 2 grands croix, une grande croix a été donnée à une femme médecin, ici présente, professeur Dominique Meyer. Voilà.
Alors, les 3 grades sont symbolisés par la croix, la rosette et la cravate. Lors de sa première décoration, la remise de la croix de chevalier par le ministre de la Santé et de la Sécurité sociale de l'époque, Jacques Barrot, le 15 juillet 1980, Alain Laugier surprend par le choix du lieu et la date de la cérémonie, loin des services hospitaliers, loin de l'intimité d'un bureau. Il choisit le cœur de l'usine de la Compagnie Générale de Radiologie, la CGR-MEV, le jour de l'inauguration de celle-ci à Buc. Et comme le dit le ministre, vous êtes une forme clinique atypique. Vous avez compris depuis longtemps que le moment était venu pour que le corps médical et l'industrie définissent et mettent en place de nouveaux rapports fondés sur la confiance et la collaboration au grand jour. Cela implique, dans votre domaine, des liens étroits entre médecins, chercheurs, ingénieurs et industriels. Le ministre semble avoir bien compris la personnalité du nouveau décoré. Monsieur Laugier, votre humour, votre allure quelque peu désinvolte cachent une profonde sensibilité. Vous êtes de ces hommes dont l'espèce est rare, qui savent faire leur travail avec cœur et ténacité, tout en ne se prenant pas au sérieux. Si vous n'existiez pas, il faudrait vous inventer. C'est ainsi qu'Alain prend une part active dans la mise au point des premiers accélérateurs linéaires. Il a contribué à orienter la politique industrielle vers des appareils adaptés aux besoins des cliniciens de la radiothérapie. Et il fait partie ainsi de la commission du cancer au ministère de la Santé. Ce travail, ce souci de servir l'intérêt collectif, valent à Alain la promotion d'officier dans l'ordre de la Légion d'honneur, rosette remise en novembre 1996 à la Fondation Antoine Béclair par Maurice Tubiana, qui consacre ainsi la carrière du grand médecin, du chef de service de cancérologie et radiothérapie de l'hôpital Tenon, qu'il fut pendant 20 ans. Maurice Tubiana le trouvera quelque temps plus tard brillant, paradoxal, imprévisible, jamais ou presque jamais méchant, détestant faire de la peine, mais désireux de prendre les auditeurs à contre-pied et éventuellement de les choquer. Mais il avait ajouté « Notre monde, technicisé, hyper administré, a un besoin prodigieux d'un élixir de Laugier, à agiter avant de s'en servir, à petite dose et à réadministrer en fonction de l'évolution. » Notre professeur de cancérologie au Centre des tumeurs de l'hôpital Tenon produit plus de 200 publications dans le domaine de la radiothérapie, consacre beaucoup de temps aux nombreux étudiants de son service. Mais il est particulièrement préoccupé par l'humanisation de celui-ci. Il s'efforce de développer les contacts humains entre le personnel médical, les malades et leurs familles, et va jusqu'à mettre en place 2 vastes aquariums dans la salle d'attente afin d'apaiser les patients. Alain prendra sa retraite en 1995, ce qui lui donne le temps de s'intéresser au passé de la radiologie, à l'histoire médicale des hôpitaux de Paris, de fonder l'Association des anciens de la paix. Bref, tous ses mérites sont reconnus et le 20 juin 2012, en l'hôtel Miramion, Denis Pellerin lui remet la cravate de commandeur de la Légion d'honneur. Denis Pellerin retrace la carrière d'Alain, rappelant aussi ses nombreuses autres distinctions, croix de la valeur militaire, médaille de vermeil de la ville de Paris en 1995, prix médecine et culture en 1998 et chevalier des arts et lettres en 2002. Mais cet hommage de la Société des membres de la Légion d'honneur ne saurait oublier l'action d'Alain Laugier en son sein. 1999. Retraité depuis 4 ans, Alain s'affaire dans la communication, au concours médical, Radio France, et entre autres, il devient consultant auprès de la mission du 150e de l'assistance publique. Et lors des cérémonies du 150e de la paix, une médaille de l'anniversaire est distribuée par chaque société savante, et en hématologie, elle fut donnée à la plus ancienne secrétaire de la paix, secrétaire du professeur Maté, la célèbre Nanou. Celle-ci, très malade,
ne pouvant venir recevoir sa médaille, fut représenté par son frère, le général d'armée François Gérin-Rose, qui présidait le comité Javel de la section. Purée, je tremble. Le général d'armée Gérin-Rose présidait donc le comité Javel de la section du 15e arrondissement de Paris pour la Société des membres de la Légion d'honneur, avant de devenir le président national de la SMLH en 2001. Il convainquit ainsi notre Alain, qui s'est trouvé tout naturellement embrigadé par le général Gérin-Rose et qui lui succéda tout à fait naturellement à la tête de ce comité en 2001 jusqu'en 2009. Comité maintenant qui est représenté par Françoise de Roc, ici présente. Et il mena fort bien sa tâche en mettant en avant l'honneur. C'est ainsi qu'il commença par distribuer les fameux brevets aux nouveaux décorés, cérémonie d'ailleurs devenue obsolète, qui requérait la tenue d'une réunion, comme celle organisée par Yvonne, son épouse, laquelle avait prévu une belle soirée, et où la seule participante fut notre ami René Clermont-Cré. Il servit la patrie en organisant la cérémonie du ravivage de la flamme sous l'Arc de Triomphe le 20 juin 2005 et participa à l'anniversaire de la libération de Paris, le 25 août, en faisant lui-même office de porte-drapeau. Quant à l'entraide et la solidarité, Denis Pellerin, qui appartenait lui aussi au comité Javel, reconnaît qu'il a offert à ses membres de multiples occasions de service, de rencontres, de convivialité. Il organisait des déjeuners regroupant les membres de son comité et des autres à l'EUREA Alexandre Dumas, dans le 15e arrondissement, établissement régional d'enseignement adapté, ou parfois au Cercle de la Mer, car il se montrait un farouche partisan de ces rencontres, riches d'échanges entre les sociétaires, repas d'ailleurs appelés repas de convivialité. Il planifiait des sorties parisiennes, visite de l'hôtel de ville, visite de l'hôtel de l'AC, de l'Institut Pasteur, mais aussi des lieux de culte. Une synagogue, une église catholique, une église orthodoxe, un temple protestant. Alain Laugier fut à l'écoute des sociétaires de sa section, prompt à aider les plus nécessiteux. Ceux-ci d'ailleurs souvent signalés par le pilier de l'entraide de la section, en la personne de Madeleine Deloire ici présente. Et il orientait ceux qui présentaient des problèmes de santé dans les services les plus spécialisés et il s'enquérait quasiment tous les jours de leur état de santé. Pour chacun, il trouvait le ton juste et il en a rassuré plus d'un. L'action d'Alain Laugier au sein de la Société des membres de la Légion d'honneur, comme celle de toute sa vie, a été marquée par son inlassable souci de servir l'intérêt collectif, par des initiatives, parfois surprenantes, mais toujours généreuses, comme l'a dit Denis Pellerin. Mais je ne peux m'empêcher de terminer mes propos par sa propre auto-évaluation. Je me sens un exemple de méritocratie républicaine pendant les 2 tiers du XXe siècle, survolant les 30 glorieuses, les 20 soucieuses et les 10 anxieuses. Je vous remercie. Merci Cécile, c'est très beau. Bien, maintenant nous allons parler du système de santé avec Antoine Durleman. Alors avant Alain Laugier, jusqu'à Alain Laugier, le système pouvait être qualifié de gazelle. Il est devenu mammouth. Mais heureusement, Antoine Durleman va nous créer de l'espoir en faisant du mammouth à nouveau une gazelle. Monsieur Antoine Durleman, vous avez la parole. Merci. Avant de traiter de ce sujet difficile, sinon impossible, comment faire en sorte qu'on franchisse la barrière des espèces et qu'un mammouth devienne une gazelle, je voudrais m'associer à l'hommage qui a été rendu à Alain Laugier. Il a été rappelé que j'ai rencontré Alain Laugier au moment où j'ai pris mes fonctions à l'assistance publique aux hôpitaux de Paris comme directeur général en mai 1997. Et ça a été une de mes premières rencontres parce qu'un des sujets de l'heure qui avait été lancé par Alain Cordier, mon prédécesseur,
était la commémoration des 150 ans de l'assistance publique. Notre mère la paix, comme disait Alain Logier, et comme le disait aussi, je m'en souviens, Jean de Savigny, qui est aujourd'hui parmi nous et que je suis heureux de saluer. Alain Logier, ça a été dit tout à l'heure, avait le goût des autres. Il avait la passion de l'art médical. Il avait des curiosités multiples. Il avait une personnalité extraordinairement rare. Je dirais une personnalité pascalienne, parce qu'il unissait en lui l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse. Et il fait partie de ces grands bonheurs de rencontres que j'ai gardés des 5 années ou 6 années que j'ai passées à la direction générale de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Bonheur de rencontres de personnes rares qui m'ont chaque fois apporté. J'ai gardé, au-delà de ces années à l'assistance publique avec Alain Logier, une forme de compagnonnage dans les années qui ont suivi, quand j'ai été amené à diriger l'École nationale d'administration. Nous nous sommes rencontrés à différentes reprises, en particulier sur cette péniche au bord de la Seine, où il aimait réunir quelquefois ses amis. Et je me souviens que nous parlions bien sûr de médecine, bien sûr des hôpitaux, bien sûr du système de soins, bien sûr du monde comme il va, quelquefois mal, mais que nous évoquions aussi des aspects plus personnels. Et je me souviens que nous avons une fois évoqué en particulier l'éducation des vers à soie. Il avait un aïeul qui avait éduqué plus exactement, parce que vous le savez, on n'élève pas des vers à soie, on les éduque. Il avait éduqué des vers à soie, je crois, au bord de la Méditerranée, enfin dans ces montagnes qui bordent la Méditerranée. Et il se trouve que moi-même, établi en Cévennes, j'ai une maison qui comporte une très importante magnanerie, l'endroit où on élevait les magnans, les vers à soie. Et donc, nous nous étions retrouvés sur l'éducation des vers à soie, ce que ça voulait dire, les maladies des vers à soie et comment aussi, par le ver à soie, en réalité, ces montagnes méditerranéennes s'étaient ouvertes au monde, puisque, on le sait, la production des fils de soie ensuite s'exportait très, très largement. Je me souviens aussi d'une invitation chez lui, rue Vasco de Gama, si je me souviens bien, pour un déjeuner d'amitié que je n'ai pas oublié. Et puis, beaucoup d'aspects de sa personnalité ont été évoqués avec beaucoup de force et beaucoup de justesse tout à l'heure. Je voudrais évoquer juste 2 points. Le choix du timbre qui a commémoré les 150 ans de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Ce choix du timbre, je me souviens, nous étions allés à quelques-uns, là où se situait alors le siège de la Poste, et plusieurs choix de timbres étaient possibles. Et au fond, Alain Logier, qui était un grand philatéliste, qui avait été à l'origine de cette démarche assez atypique de solliciter l'administration des postes pour l'émission d'un timbre philatélique, avait pesé pour le choix du timbre que vous avez vu tout à l'heure à l'écran, qui est celui de ces mains ouvertes, Et Alain Logier m'avait toujours dit qu'il y avait 140 métiers dans les hôpitaux de la PHP. Je ne sais pas comment il les avait dénombrés, mais ce qui liait ces 140 métiers, c'était évidemment qu'ils contribuaient aux soins du patient
et que tous y mettaient la main. Et c'était pas quelque chose de métaphorique. C'est que, au fond, du médecin qui ausculte jusqu'au brancardier qui est amené à transférer quelqu'un d'un lit sur un brancard, eh bien, c'est toujours la main qui est présente. Et ces mains ouvertes que vous avez vues, ces mains d'accueil, sont très symboliques de la vision qu'il avait de l'hôpital, de toutes ces mains assemblées. Je voudrais dire aussi à titre plus personnel, puisque tout à l'heure a été abordé son engagement au sein de la Légion d'honneur, que c'est grâce à lui que je suis entré, quand j'étais directeur général de la PHP, dans l'ordre de la Légion d'honneur, parce que c'est lui qui, naturellement, motu proprio, sans du tout m'en parler, avait saisi le président de la République de l'époque de la proposition de me nommer chevalier dans notre premier ordre national. Et voilà, je voulais aussi lui dire que son amitié, c'était aussi cette forme d'amitié extrêmement délicate dont je lui suis reconnaissant. Je voudrais aussi, en pensant à Alain Laugier, à nos échanges, intervenir donc sur ce thème de l'évolution de notre système de soins. Alors, je n'ai pas prévu de slide, je n'ai pas prévu de PowerPoint, ça m'évite un certain nombre de difficultés. Du coup, vous excuserez peut-être mon caractère, le caractère un peu décousu de ce que je souhaite vous dire. Je crois que le constat, il est partagé par tout le monde. Aujourd'hui, notre système de soins, c'est, pour reprendre l'expression du roman de Swift, Gulliver empêtré. Un géant, mais un géant qui est immobilisé. Vous connaissez la fameuse image qui ouvre ce roman. Ce géant qui est immobilisé par une série de cordes qui le retiennent, qui l'empêchent de se mouvoir, qui font que, en réalité, il est quasi paralysé. Je n'entrerai pas sur les considérants qui peuvent fonder cette conviction, j'en voudrais juste en donner une matérialisation concrète. Quand vous regardez l'évolution des codes de la santé publique, d'une part, et l'évolution du code de la sécurité sociale, d'autre part, ces fameux outils mis au point par le Conseil d'État, vous vous rendez compte que d'édition en édition, ces petits codes rouges augmentent de volume d'une façon absolument vertigineuse. Et au fond, il y a le Code général des impôts qui connaît la même dynamique fiévreuse d'augmentation de son volume, et le Code général de la santé et le Code de la sécurité sociale. Ça montre qu'un des maux dont souffre notre système de soins aujourd'hui, c'est celui de la surréglementation. On est dans un système qui ne laisse plus de marge de jeu aux acteurs, qui fait que les acteurs eux-mêmes sont presque dans un système d'auto-paralysie et finalement que l'innovation, l'expérimentation, la capacité à inventer des modes de faire nouveaux progressivement diminue quand elle ne disparaît pas. Notre Premier ministre a tout récemment indiqué sa volonté de débureaucratiser la France. Je crois que c'est à peu près ce qu'il a indiqué dans son discours de politique générale. On a beaucoup consacré de temps à l'idée de dire que cette débureaucratisation, elle devait concerner par priorité le monde de l'entreprise. Sans doute faut-il laisser à ceux qui créent de la richesse des marges de jeu supplémentaires, en tout cas ne pas entraver leur action entrepreneuriale. Sans doute faut-il diminuer le nombre de CERFA,
ces fameux certificats, ces 1800 certificats qui étaient là pour simplifier la vie des citoyens et qui, en réalité, la complexifient considérablement. Mais je crois que s'il est un domaine dans lequel il est urgent d'engager avec opiniâtreté cette action de débureaucratisation, c'est vraiment le monde de la santé. De ce point de vue-là, je crois que nous avons eu, au moment de l'épidémie de Covid, l'exemple même qu'un monde qui savait se débureaucratiser tellement l'urgence était présente et tellement s'imposait une autre façon de faire, que ce monde-là fonctionnait mieux. Au fond, qu'a-t-on entendu de l'ensemble des hospitaliers qui ont répondu présents dans des circonstances aussi difficiles, qui se sont mobilisés? C'est que une des raisons pour lesquelles le monde hospitalier a été capable de relever le défi de la Covid, c'est bien sûr la capacité de transgression. Au fond, si l'hôpital a continué à fonctionner, c'est parce que un certain nombre de procédures ont été considérées comme étant secondaires, ont été laissées de côté pendant un certain temps, et que cela a permis cette réactivité dans l'urgence qui a permis à notre pays d'accueillir tous ces malades, alors qu'on pensait que le système hospitalier allait être en rupture. Il me semble qu'on n'a pas pris collectivement la mesure de ce qui s'était passé là, qu'on n'a pas fait ce que les militaires savent très bien faire, c'est-à-dire un vrai retour d'expérience. Pourquoi est-ce que l'hôpital a été capable de sortir d'un certain nombre de procédures jugées comme en réalité entravantes pour se consacrer à l'essentiel, l'accueil des patients, le soin aux patients? Je pense que c'est quelque chose qui mériterait d'être fait encore, puisque cette période est récente, et que la question du fonctionnement hospitalier n'est pas uniquement une question qui est liée aux problématiques de rémunération. Oui, il y a eu le Ségur. Oui, des mesures continuent à être prises en termes d'investissement, notamment en termes bâtimentaires, de rénovation des établissements. Mais je suis intimement convaincu que ce n'est pas suffisant. Il faut mettre à plat, remettre à plat le fonctionnement de l'hôpital. Je dirais que cette capacité à regarder un certain nombre de procédures avec un œil neuf, c'est quelque chose qui me paraît absolument indispensable quand je vois par exemple la manière dont, d'une certaine manière, les procédures de certification des établissements hospitaliers deviennent de plus en plus lourdes et de plus en plus chronophages. Je suis à l'origine des procédures de certification des établissements hospitaliers que j'ai mises au point en 1995 avec Yves Mansillon, avec la mise en place de l'ANAES. Je crois que le bilan qu'on peut faire 30 ans après de ces procédures, c'est que certes, elles ont produit du fruit en termes de qualité de procédure, en termes de sécurité, en termes d'amélioration de la qualité des soins, mais qu'en même temps, elles deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus exigeantes, de plus en plus pesantes pour les équipes. Et la question peut se poser, je crois, de savoir comment aujourd'hui revenir à partir des acquis de ces procédures à quelque chose qui soit moins lourd pour les équipes qui s'y consacrent.
Je dirais que la deuxième axe pour qu'on réussisse cette transmutation des espèces du mammouth à la gazelle, c'est la question du pilotage du système de soins lui-même. Au fond, quand on regarde notre pilotage du système de soins, on se rend compte que, malgré tous les efforts, il reste duel. Vous avez d'un côté le ministère de la Santé et vous avez d'un autre côté l'assurance maladie. D'un côté, donc, le Code de la santé publique, d'un autre côté, le Code de la sécurité sociale. Et au fond, ce sont deux mondes qui sont certes liés, qui ont partie prenante ensemble, mais qui ont chacun leur vision propre et qui avancent chacun de leur côté. Le ministère de la Santé se sent responsable du système hospitalier. La Caisse nationale d'assurance maladie se sent responsable de la médecine de ville. Chacun suit sa logique. Chacun avance de la manière qu'il pense la meilleure. Mais ce double pilotage du système de santé aboutit à ce que demeure une difficulté extrêmement forte qui n'existe pas à même degré dans les pays qui peuvent être comparés aux nôtres, qui est que d'un côté le système hospitalier et d'un autre côté l'organisation des soins de ville ont de la peine à s'établir dans une continuité de parcours du patient. Je pense que cette difficulté-là, elle exige d'être prise à bras-le-corps. Il y a plusieurs manières de le faire. Soit on peut imaginer de créer une agence nationale de santé qui soit bien autre chose que la direction générale de l'offre de soins, qui essaie tant bien que mal de lier une vision de la médecine de ville et de son évolution, une vision de la médecine hospitalière et de son évolution. Donc créer vraiment une agence nationale de santé qui pilote l'ensemble du système de soins et laisser à l'assurance maladie sa fonction de payeur, parce qu'évidemment cette fonction de payeur, elle était importante pour tous les assurés sociaux, mais avoir une vision unifiée du système de soins. L'autre dispositif envisageable, et peut-être après tout aurait-il du sens, c'est imaginer une décentralisation plus grande du système de soins, garder évidemment un pilotage central, mais transférer à un niveau régional la possibilité d'avoir un pilotage dans une même main de l'hôpital d'un côté et de la médecine libérale de l'autre. On peut imaginer d'avoir des ensembles hospitaliers régionaux. On peut imaginer d'avoir des conventions régionales avec la médecine de ville, de façon à avoir au niveau régional un pilotage unifié. Enfin, troisième axe sur lequel on peut avancer pour imaginer un système plus souple, plus fluide, plus réactif, moins contraint, c'est se poser la question, du point de vue de l'hôpital, de son statut. Moi, je suis assez frappé de voir que nous avons en réalité dans le monde hospitalier trois systèmes de gestion juxtaposés, je dirais dans le monde de santé publique, d'intérêt collectif, d'intérêt général. Vous avez le système des établissements publics de santé, vous avez le système des centres anticancéreux, et vous avez le système de ce qu'on appelle les ESPIC, c'est-à-dire ces grands établissements du type Saint-Joseph à Paris,
l'hôpital des Diaconesses, la Croix-Saint-Simon, qui sont des établissements gérés par des institutions privées, mais dans une logique de service public. Il me semble qu'il faudrait qu'un jour, on examine les avantages et les inconvénients de ces trois statuts pour savoir quel est celui qui permet précisément la meilleure réactivité, la meilleure attractivité du point de vue professionnel, qui permet de faciliter l'innovation et le dynamisme dans l'introduction du progrès médical au bénéfice des patients. Aujourd'hui, cet exercice n'a jamais été fait. Je crois qu'il mériterait d'être fait. De ce point de vue-là, dans une vie antérieure à la Cour des comptes, j'avais été assez sensible à la décision qui avait été prise, je crois, par la Catalogne en Espagne, de modifier complètement le statut de ces hôpitaux. Les hôpitaux catalans étaient sur un modèle, je dirais, de type français, des établissements publics avec des agents fonctionnaires et à la base un fonctionnement assez semblable au nôtre, avec aussi de très grandes forces médicales. La Catalogne a décidé, sur la base d'une étude, de basculer progressivement le statut de ces établissements publics dans un statut hybride qui s'apparente davantage à celui des établissements de santé privés d'intérêt collectif, du type, encore une fois, Saint-Joseph ou autre, avec un système de convention collective mieux adapté aux particularités du monde hospitalier qu'un statut de fonction publique où chaque fonction publique, État d'un côté, collectivité territoriale d'un deuxième côté, fonction publique hospitalière de l'autre, en réalité doivent obéir à des principes communs, doivent obéir à des modes de revalorisation communs, à des appareils institutionnels de même type, une convention collective, une comptabilité de type privé et non plus une comptabilité de type public dont on sait les grandes lourdeurs, les grandes difficultés. Le passage à un système de commande, bien sûr, sur appel à concurrence, mais qui n'a pas toute la lourdeur des marchés publics et de la commande publique, parce que cette lourdeur s'est considérablement accrue au cours des différentes années et ça pèse sur les hôpitaux. Je pense que ça mériterait d'être regardé de très près pour voir si des évolutions sont possibles et à quel prix. Et puis, quatrième dimension pour, encore une fois, cette capacité à alléger les contraintes, à alléger la bureaucratie, à retrouver de la souplesse. Je crois que notre pays n'a pas résolu une question qui se pose à lui, qui a été d'ailleurs soulevée de manière extrêmement pertinente, à mon avis, par Martin Hirsch quand il était directeur général de l'assistance publique, qui est celui de la coexistence pour la protection sociale des Français d'un double système de protection. D'un côté, les régimes d'assurance maladie obligatoire, la sécurité sociale, telle qu'elle est organisée autour principalement maintenant du régime général d'assurance maladie des salariés, qui a absorbé, vous le savez, le régime des indépendants, mais c'est grosso modo l'essentiel de la population qui est couverte par ce dispositif de sécurité sociale. Et d'un autre côté, des assurances privées complémentaires. Ces assurances privées complémentaires, elles sont aujourd'hui devenues obligatoires pour les salariés et les entreprises prennent en charge la moitié de la cotisation, soit des mutuelles, soit des assurances complémentaires. Ce système d'assurance complémentaire permet à nos concitoyens d'être extrêmement bien couverts.
le ticket modérateur dont ils sont tenus de s'acquitter de leur poche, si j'ose dire, est extrêmement faible en France. Mais en réalité, ils financent largement par leurs cotisations ces systèmes d'assurance complémentaire et ces cotisations augmentent très vite. La question peut se poser du coût de gestion de ces dispositifs qui s'additionnent. Le coût de gestion de l'assurance maladie plus le coût de gestion des assurances complémentaires. Et au-delà de l'aspect du coût de gestion, l'aspect de la complexité administrative qui en résulte pour l'ensemble du système de soins. Martin Hirsch avait fait le calcul de ce que représentait en termes de gestion administrative pour l'assistance publique le fait qu'il fallait éclater la facturation entre d'un côté ce qui relève de l'assurance maladie obligatoire et d'un autre côté ce qui relève des assurances maladie complémentaires. C'était absolument colossal. Et ça, évidemment, ça pose une question de bureaucratie, d'emploi administratif, d'inefficience globale du système. Voilà donc quelques réflexions que je voulais vous livrer en disant qu'au fond, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, nous avons besoin de retrouver l'élan qui était celui de la Ve République à sa création. Quand la Ve République s'est créée, elle a été au bénéfice pour le monde hospitalier des travaux de la grande commission que Robert Debré avait présidée. Et Michel Debré, son fils, en tant que Premier ministre, a porté sur les fonds baptismaux les ordonnances de 1958 qui ont créé les centres hospitaliers universitaires, qui ont créé le plein temps hospitalier. Et Georges Pompidou, après lui, a fait de l'hôpital le pivot du système de soins, avec une volonté qui ne s'est jamais démentie pendant les 10 années où il a été successivement Premier ministre, puis Président de la République. Aujourd'hui, et dans le même temps, la Ve République a construit un système d'organisation de la médecine de ville, des soins en ville, sur lequel nous vivons encore, avec la mise en place en 1970-1971 d'une grande loi qui a organisé un système de convention nationale entre les syndicats de médecins et la Caisse nationale d'assurance maladie. Ce système a été un système qui a été pensé, un système qui a été mis en place de manière très volontariste. Ce n'est pas que les difficultés n'ont pas été présentes, mais il y avait une vision, il y avait la volonté de dire qu'il y avait la nécessité que les lignes bougent. J'allais dire presque qu'il y ait une forme de rupture organisationnelle. Je crois qu'aujourd'hui, notre système de soins appelle une réflexion du même ordre, c'est-à-dire la capacité à mettre à plat les problèmes et à définir ensuite une vision sur laquelle on puisse avancer. C'est difficile, c'est difficile. On peut mesurer combien c'est difficile au regard d'abord de nos concitoyens qui sont attachés à un système de soins tel qu'ils le connaissent. C'est difficile aussi par rapport aux professionnels. C'est difficile par rapport aux différentes institutions. Chacun cherche à faire du mieux qu'il peut, mais en fait, collectivement, nous sommes inefficients. Et je crois qu'il faut que nous soyons capables de sortir de ces inefficiences, de les désigner pour les résoudre et pour avancer collectivement sur cet horizon d'une gazelle, en tout cas d'un système plus fluide, plus réactif, qui
consacre des fonds publics extrêmement importants à l'essentiel, c'est-à-dire le patient, et pas les procédures. Je vous remercie. Merci beaucoup. Non, je voudrais remettre au président de l'association le premier numéro de la Gazette Les Anciens de l'assistance publique. Parce que j'ai gardé peu d'archives de mon passage à l'assistance publique. Mais j'ai gardé fidèlement les numéros que j'ai reçus de l'association et la Gazette des Anciens de l'assistance publique. Alors, j'amène ici le premier numéro. Je m'en dessaisis, mais parce que Alain Logier m'avait remis, en réalité, un exemplaire relié des 18 premiers numéros de la Gazette, donc entre mars 2003 et décembre 2007. Alors, je garde l'exemplaire relié et je confie à notre président le numéro Princeps de la Gazette de l'association, où on retrouve évidemment Alain Logier, mais on retrouve aussi Daniel Couturier, qui était le premier président de l'association. Merci, Monsieur Durleman. Deux réflexions. La première, c'est à propos de cette revue que je ne connaissais pas, en réalité. J'ai découvert plutôt récemment. Et je vous informe que Jacques Gonzalez, qui est ici dans la salle, vient d'être désigné comme rédacteur en chef des éditions du site de l'association. Jacques, il faut reprendre cette tradition et nous allons reprendre l'affiliation qui a été initiée par Alain Logier. Merci beaucoup. La deuxième chose que je voulais dire, vos propos sur la réforme du système de santé. Moi, j'y adhère 100% à votre discours, à votre vision de la future gazelle de la santé. Et je vous informe aussi qu'au dernier conseil d'administration, nous avons décidé de nous intéresser au système de santé. Et ce sujet est maintenant sur la table dans l'association. Et donc, nous sommes preneurs de vos propositions, de votre vision, et je vous invite à participer à nos travaux si vous en êtes d'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir, et je m'inscris pour recevoir la nouvelle Gazette. J'ai bien compris. Qui servira d'ailleurs pour informer de nos propositions de réforme du système de santé ou d'adaptation du système de santé. Donc voilà, on arrive maintenant à la fin de cette réunion. Merci à tous et aux intervenants et aux témoignages qui ont été exprimés à travers vos interventions réciproques. Et je vais demander maintenant au secrétaire général, Jean-Christophe Mercier, je ne sais pas où il est. Il est derrière. OK, de faire le discours final. Merci infiniment. Il est difficile, après une telle journée et un tel panégyrique qui a été fait pour le professeur Alain Logier, de reprendre la parole et de donner quelques indications. J'ai entendu dire que le professeur Alain Logier était un caractère fort, que c'était un esprit brillant, à l'humour mordant, enfin qu'il avait une éloquence remarquable, et je suis désolé de ne pas avoir cette même éloquence. C'était aussi un chef visionnaire, stratégique, en particulier dans son domaine, la radiothérapie, parce qu'il a contribué dans cette synergie entre le monde médical et le monde industriel, les accélérateurs linéaires qui ont permis de prendre en charge un certain nombre de malades. Nous avons aussi entendu qu'il avait beaucoup d'humanité et que pour remonter le moral de patients qui étaient en but avec leur cancer, qu'il apportait une petite flasque de whisky de sorte à pouvoir, j'allais dire, leur redonner le moral. C'était un organisateur parce qu'il a organisé avec vous, monsieur Antoine Durleman, ce 150e anniversaire. Et lorsque j'étais encore réanimateur pédiatre, je me souviens d'avoir vu ce livre sur ce 150e qui était
anniversaire qui était vraiment remarquable parce qu'on voyait toutes les évolutions conceptuelles finalement de la médecine. Et puis, n'oublions pas qu'il a été le fondateur de AAPHP, des alumni et des amis de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Merci, Monsieur Antoine Durleman, de nous avoir fait une très bonne conférence au titre éminemment subtil du mammouth à la gazelle. Et je crois que nous partageons avec Guy Collet et avec d'autres votre analyse. Ce qui est quand même un peu incroyable, c'est que chaque fois que nous avançons dans notre pays, plutôt que de simplification, nous faisons de la multiplication de strates comme un millefeuille de réglementation administrative. À la paix, vous avez un siège, maintenant vous avez 6 GHU, vous avez 38 établissements, vous avez un nombre inconnu, je ne l'ai pas retrouvé, de DMU, environ 650 services. Si je reprends la comparaison que vous avez donnée du général de Gaulle, comment pouvons-nous gérer un pays avec 650 fromages? Eh bien, on est un peu dans cette même logique. Donc, on souhaiterait vraiment qu'il y ait une amélioration de la simplification. Et votre exemple, qui était celle de la Covid, enfin les médecins, certains étaient sur les plateaux télé, mais d'autres étaient dans les services et finalement soignaient. Et le vrai problème que mes successeurs rencontrent, c'est la multiplication des réunions. On appelle ça une maladie infectieuse et contagieuse, la réunionite, qui quelque part occupe le temps des chefs de service qui ne sont pas véritablement au pied, aux soins du malade, et ça, c'est un vrai problème. Et ce même problème se retrouve dans l'agilité de la recherche. J'étais chef de service des urgences pédiatriques à Robert Debré et j'ai promu un projet de recherche. Il a fallu au moins 2 ans pour que ça passe par le PHRC et ensuite, dans les méandres de la délégation de la recherche clinique, des CPP qui finalement vous disent voilà, il faut changer la virgule à cet endroit. C'est incroyable. Regardez l'efficacité américaine par rapport à notre manque, j'allais dire, d'agilité et quelque part d'efficience française. C'est la raison pour laquelle à AAPHP, maintenant que nous sommes retraités, nous avons peut-être encore quelques idées et donc on aimerait que ça devienne un groupe de réflexion, ce qu'on appelle think tank, c'est-à-dire en fin de compte un tank dans lequel il y a des réflexions, de sorte à rassembler les directeurs honoraires, les professeurs émérites, les cadres de soins, en fait, tous les éléments essentiels dans la fonction hospitalière puissent donner des imputations, des idées qui soient partagées avec notre direction hospitalière. Je dois saluer, je dois avouer la personnalité de Nicolas Revel qui est particulièrement à l'écoute. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'il secoue finalement le système et peut-être que vous pourriez nous aider d'aller dans un sens de simplification administrative, disons, d'éviter toutes ces strates qui ne font que de se rajouter. J'ai oublié de citer les ARS. Peut-être qu'une régionalisation de la santé serait une bonne chose, qu'il y ait des conférences entre les médecines privées et puis la médecine libérale, de sorte à essayer de retrouver une efficience. Voilà un peu les réflexions que j'ai retenues de cette journée, hormis le fait que nous avons vu des têtes sympathiques qui sont les descendants d'Alain Laugier. En particulier, j'ai repéré que 2 de ces descendants sont des étudiantes en médecine. Et donc, par conséquent, relevez le gant. Bravo! Alors maintenant, je vous invite éventuellement à vous déplacer de l'autre côté, où normalement, si tout est bien organisé, devrait être arrivé quelques plateaux de délicatessen, mais en fait italienne, de sorte à ce que vous puissiez partager autour d'un buffet et autour de 4 tables, j'allais dire, une conversation agréable
et qui permettent, disons, de vous retrouver. Merci infiniment.